Monsieur le député, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le président de l'intercommunalité, mes chers collègues maires des communes voisines, le conseil municipal, habitantes et habitants de la Cassagne, je vous souhaite pour cette nouvelle année mes meilleurs voeux et espérant qu'on ait des conditions différentes de vie par rapport à 2024. Pour revenir un peu sur l'année passée 2024, sans parler de géopolitique mondiale ou française directement, qui nous a bien occupé quelques week-ends, voilà, je tiens surtout à parler des événements qui se sont passés sur la commune et de remercier toutes les personnes qui ont participé. Je remercie pour la commune de la Cassagne le comité des fêtes, l'association des Pétarous, l'association de chasse de la Cassagne et la pseudo-association de la Boulotte qui va un jour exister peut-être en vraie association. Hein? Voilà, l'atelier mémoire et qui anime au quotidien notre commune. Hors de notre commune, je tiens à remercier également Itinérance culturelle et l'association des Petits Loups. Sur la commune de la Cassagne en 2024, il s'est passé plein d'événements. Le comité des fêtes a organisé plusieurs activités au cours de l'année. Il y a eu la fête des Pétarous qui a recommencé le 24 août. Le salon du livre jeunesse, le 10 et 12 octobre, du 10 au 12 octobre. Le Téléthon pour la première fois à la Cassagne, le 23 et 24 novembre. Il y a eu un gros succès, qui en a remis un chèque de 4 300 €. Et tout ça ne peut se faire qu'avec des bénévoles et des gens motivés. Donc je tiens à remercier tout le monde. Beaucoup sont ici, souvent les mêmes qu'on voit sur toutes les activités. Et je tiens à vous remercier sincèrement. Après, sur la commune, il n'y a rien eu de grand nouveau à part des entretiens classiques, entretiens de voirie conséquentes. La finalisation de l'adressage, donc on a fait des petits trous partout pour l'instant. Les poteaux vont arriver au cours du mois, ou du mois prochain, on verra. C'est un peu long à la démarche, mais ça arrive, avec la distribution des plaques. Juste pour détail, il y aura quelques travaux là, sur le bourg à partir de la semaine prochaine pour enfin, au bout de 2 ans de combat, réussir à avoir la fibre correctement. Donc, on espère, voilà. Je ne vais pas faire un grand discours de plus. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, d'abord, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, messieurs, j'allais dire mesdames, non, messieurs les maires, parce que je crois qu'il y a pas de dames. Mesdames et messieurs, bon, le challenge est fort. Faire court, bref, précis, plus court que Dominique. Ça va être difficile, mais bon, je vais y arriver. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter et de vous offrir mes vœux les plus chaleureux, de bonheur, de santé et de réussite. Et avant toute chose, souligner combien et féliciter tous ceux qui donnent du temps pour la commune. C'est le maire, c'est vous, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, parce que je sais que vous ne comptez pas les heures. Ce sont également toutes les associations et tous les bénévoles. Et ici, on a un vivier d'associations important et fort. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais il se passe plein de choses à la Cassagne. Et croyez-moi, beaucoup de villes et de villages ou de communes plus importantes aimeraient avoir ce dynamisme associatif. Donc moi, je voulais vraiment vous féliciter pour tout ça. Alors, bien sûr, je ne reviendrai pas sur la situation géopolitique, mondiale, etc., qui est extrêmement anxiogène. Je ne reviendrai pas non plus sur, mais je dois quand même aussi le citer, sur les problèmes climatiques qui sont de plus en plus nombreux et qui impactent aussi
nos agriculteurs et la politique agricole, et il y a aussi un soutien fort comme du département, et vous le savez, par rapport à ces problématiques. Dominique j'allais dire, a brièvement évoqué, mais je serai encore plus brève, sur les difficultés des départements. Vous êtes tous, vous n'êtes pas sans savoir que les départements, tous les départements, presque 81%, je pense, ou quelque chose comme ça, sur toute la France, que ce soit de droite ou de gauche, ont des très très grosses difficultés pour boucler leur budget 2025. Ça dure. Cette disparition de l'autonomie fiscale, l'absence de compensation de l'État, les efforts financiers qui sont en plus demandés par l'État pour réduire son propre déficit, mettent les départements dans une très très grosse difficulté. Donc, vous le savez, le département a déjà prévenu, déjà au niveau par exemple associatif, qu'il y aurait des baisses sur les subventions. Mais ce qui est le plus anxiogène et le plus anxiogène, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas exactement ce que va être notre situation, ne serait-ce que dans la fin du mois ou dans un mois. Donc tout ça, c'est de la navigation à vue, mais on sait que ça ne sera pas vers des choses très très positives et ça ne sera pas un avenir rose et riant, ça c'est certain. Donc vraiment, pour nous, conseillers départementaux, c'est de notre devoir de vous en avertir et de vous le dire. À part ça, je voudrais quand même vous rassurer par rapport au contrat avec les communes. Il y a eu ce contrat qui court jusqu'en 2025 et qui sera honoré. Et les règles ont été déjà, messieurs les maires, annoncées depuis déjà 2 ans. On a été très prudents et on se félicite d'avoir été prudents. C'est effectivement de privilégier un projet par commune et au lieu de 25% de subventionnement, ça sera 20%. Mais ça, c'est sûr. Voilà, on est sûr que... Voilà, on attend d'ailleurs le projet de la Cassagne, n'est-ce pas? Donc, nous avons quand même choisi de cultiver plus que jamais l'espoir et l'optimisme pour 2025. Parce que de toute façon, dans des situations aussi anxiogènes et aussi difficiles, soit on arrête tout, on se replie sur nos compétences obligatoires, soit on continue et on invente des solutions différentes. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais agir, c'est refuser de nous apitoyer. La situation pourrait nous amener à décider de tout arrêter. Il y a des départements qui ont, par exemple, arrêté l'aide à la culture, l'aide aux associations, toutes les compétences qui ne sont pas obligatoires. Il y a des départements qui les ont abandonnées. Obligatoires, enfin, obligés de les abandonner. Nous avons choisi de les réduire, comme dit le président Perrault, de les réduire et de chercher les meilleures solutions de mutualisation, etc., pour que justement ça continue à exister. Parce que, et je le disais à Nadayak avant-hier soir, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que pour nos territoires ruraux, s'il n'y a pas des associations, s'il n'y a pas... En fait, c'est la vie. C'est la vie de nos communes, c'est la vie de nos territoires ruraux. S'ils ne sont pas là, s'il n'y a pas une bibliothèque, s'il n'y a pas tous ces services qu'on a portés jusqu'à maintenant sur ces territoires ruraux, eh bien, on dit déjà qu'ils sont en train de disparaître et de mourir, ça va être encore pire. Et il ne faut pas que ça se passe. Il faut lutter contre tout ça. Voilà ce que j'avais, moi, vraiment envie de vous dire. Bon, bien sûr, à partir de ce moment-là, et j'en terminerai par ça, je voudrais vous dire que personne n'a envie d'arrêter l'aide à la culture, l'aide aux associations, l'aide aux maisons médicales, l'aide à toutes ces associations, quelles qu'elles soient. Mais la situation est quand même critique, est quand même difficile.
il faut en prendre conscience. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais avant tout, terminer par cette note d'espoir de se dire qu'on ne baissera pas les bras. Il faudra être encore plus solidaire, encore plus mutualisé. Je pense par exemple à quelque chose qui est cher à mon binôme Michel Lajugie, je pense au CUMA, c'est-à-dire cette mutualisation de matériel agricole. Eh bien, ça c'est un exemple. Par exemple, pour la culture, eh bien, il va falloir quand même qu'on se pose la question. On a peut-être des choses à construire, à mutualiser, à accompagner, et peut-être tout ce travail aussi en termes de culture, au niveau de culture et médico-sociale, culture dans les EHPAD, etc. Voilà les lignes que j'avais envie de dresser et de lancer avec vous. Et soyez certains que nous serons là pour vous les expliquer, et je compte sur vous pour que vous les compreniez, que vous les souteniez. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Et sans oublier, bonne année et bonne chantade. Après le conseil départemental, monsieur le député va nous parler de l'État. Bonjour, monsieur le maire, madame la vice-présidente, messieurs les maires, les conseillers et conseillères municipaux, et puis il y en a un très jeune, je crois, conseiller municipal, représentant des pompiers, et puis président d'association et de la gendarmerie, et que je n'avais pas vu. Très bien. Bon, très content d'être là. J'essaie, il y a à peu près 180 communes sur la circonscription. Donc bon, c'est difficile de passer partout en faisant les vœux, mais j'essaie chaque année de pouvoir passer dans différentes communes. C'est important de pouvoir vous rencontrer. Alors pour commencer, je voudrais adresser une pensée au peuple mahorais, qui a vécu il y a 3 semaines un cyclone terrible, et qui se retrouve aujourd'hui avec 70% des foyers qui sont encore privés d'électricité. Pour poursuivre là-dedans, parce que la France, effectivement, est dans une situation difficile, mais on est quand même dans un monde qui ne va pas non plus très bien, et je voudrais adresser une pensée aux résistants ukrainiens, qui depuis quelques années maintenant tiennent, difficilement, mais tiennent, et une pensée aux Gazaouis, et puis aux quelques otages israéliens qui sont encore détenus. Bon, nous avons vécu une année politique historique. Une année qui a été en France historique, avec déjà la réception des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui a été une grande réussite et qui a permis d'envoyer au monde entier un message d'ouverture et de tolérance qui a été salué par tout le monde. Au niveau de l'Assemblée, parce qu'on voit beaucoup de frasques ou de choses qui peuvent sembler compliquées, mais il y a eu des moments forts, et je vais en retenir un particulièrement. Avec donc mes collègues sénateurs, nous avons à Versailles pu voter l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG, qui était un moment fort, et on a ainsi pu envoyer un message à toutes les femmes du monde entier, parce qu'on voit bien que dans de nombreux pays aujourd'hui, ce droit est remis en question. Donc je crois que c'est quelque chose qui était important, et c'était très émouvant de pouvoir y participer. Ensuite, on a eu un texte qui était attendu par beaucoup de Français sur le droit de mourir dans la dignité, et qui a été interrompu par une décision qui est encore aujourd'hui difficile à comprendre par le président de la République, à savoir la dissolution, qui a, tu l'as évoqué, emmené d'autres week-ends remplis sur le début d'été, et qui a plongé le pays dans une grande instabilité politique, et avec une assemblée qui est divisée en 3 blocs, et avec aucune majorité qui se dégage, et qui va devoir
nous emmener, nous pousser à changer les pratiques politiques. Il va falloir que l'on rentre dans un parlementarisme et il va falloir trouver des compromis. Ce sera le seul moyen d'arriver à sortir et tenir dans cette situation. C'est quelque chose qui existe, parce qu'il y a de nombreux textes, et c'est peu mis en avant, mais il y a de nombreux textes qui sont votés à l'Assemblée nationale. Alors, il y en a un, et j'en étais porteur, mais au mois de décembre, il y a un texte sur le remboursement intégral des fauteuils roulants qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, sur une semaine transpartisane. Donc, on peut, sur certains sujets, dégager des majorités et voir des votes à l'unanimité. Là, nous allons devoir commencer avec le budget, parce qu'il va falloir se doter d'un budget. Ce budget, on voit la situation économique et la dette qu'il y a aujourd'hui, et il va falloir y répondre. Mais y répondre ne peut pas se faire qu'en faisant reposer l'effort sur les plus précaires et les classes moyennes. Il va falloir que les plus hauts revenus prennent leur part pour qu'il y ait une justice sociale, qu'il y ait une acceptabilité pour que tout le monde, si tout le monde y participe, il faut aussi que les plus hauts revenus y participent pour maintenir nos services publics, ce qui a été évoqué, c'est quelque chose qui est essentiel, mais également l'aide aux collectivités locales. Parce qu'on voit bien que devant les défis nombreux qu'il y a aujourd'hui, il y a besoin de ressources et il va falloir que le budget permette ça. Je repère 3 chantiers sur lesquels nous devrons trouver une réponse. La première, c'est sur la question de l'emploi. Il faut qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent puissent bien vivre de leur travail. Et il va falloir que l'État se dote de moyens devant les fermetures d'entreprises, parce qu'on l'a vu l'année dernière avec les papeteries de Tonda, on l'a vu là avec Rougier, et l'État se retrouve démuni avec toutes les aides, et c'est ce qu'évoquait Dominique tout à l'heure, que quand on donne, même si c'est 5 000 euros, d'avoir des garanties que cet argent puisse servir là à investir ou pour d'autres choses, et qu'il puisse y avoir cette garantie. Le deuxième sujet est celui de la santé. Vous connaissez, et on voit aujourd'hui avec le nombre de départs de médecins à la retraite, et on sait que nous avons une dizaine d'années qui s'annoncent encore difficiles avant que l'on retrouve un niveau de médecins suffisant. Il y a un texte transpartisan qui est déposé à l'Assemblée qui parle de la régulation à l'installation des médecins, qui existe déjà pour les pharmaciens, qui existe pour les dentistes, qui existe pour les infirmières, mais qui fait qu'un médecin ne pourra pas s'installer dans une zone qui est surdotée. Alors, il n'y en a pas 50 000 des zones surdotées. Il y a Arcachon, il y a Biarritz, il y a la côte, le PACA, et donc il y a quand même 80% du territoire qui est un désert médical. Donc on a un texte qui est prêt, dont je suis signataire, et qui pourra être étudié à l'Assemblée, et qui, je pense, peut trouver une majorité, parce qu'on sait très bien que si on arrive à répondre à cette question-là, l'hôpital se retrouvera moins en difficulté aussi. Le troisième sujet concerne le monde paysan. Tu l'as évoqué. Nos paysans aujourd'hui se retrouvent en première ligne de la libre concurrence, du dérèglement climatique et de nombreuses maladies. Et il va falloir effectivement que l'on réponde. Et là, il y a de quoi dégager une majorité à l'Assemblée, parce qu'on l'a vu sur la question du budget notamment. Il y a de quoi trouver des réponses. Parce que si on veut se garantir une alimentation locale et saine, il va falloir que l'on se garantisse et que l'on mette les moyens. J'ai été nommé rapporteur d'une mission d'évaluation sur la loi du 11 février 2005, donc la loi sur le handicap, celle qui a créé les MDPH notamment. Donc je vais avoir l'occasion, là, à partir de fin janvier, de parcourir la France et les DOM-TOM, justement pour voir où en est la loi, de pouvoir faire un bilan et faire quelques préconisations, justement, de comment améliorer, parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui des choses qui ont stagné,
Il va falloir que l'on passe un cap. On a vu qu'il y avait un message important après les Jeux paralympiques notamment, et il faut que l'on arrive à passer ce cap. Donc ça va occuper jusqu'à juillet pas mal de mes journées, en plus de toute l'actualité parlementaire. Bon, vous l'avez compris, les défis sont nombreux. Il va falloir que l'on change nos pratiques, et je suis persuadé que si nous avons tous pour cap le bien commun et le bien vivre ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Et c'est en finissant avec ces mots-là que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025. Merci. Je te remercie, Bastien. Oui, tu as parlé des associations tout à l'heure, vous organisez beaucoup de manifestations. Vous allez en avoir une de plus cette année, puisqu'on a signé avec Dominique jeudi une convention avec le Tour du Limousin. Donc l'arrivée va être le 20 août, le mercredi 20 août sur le plateau de Grèze, comme elle est déjà arrivée 2 fois. Et on a fait le forcing pour qu'ils viennent un peu du côté de chez vous, dans les petites communes du coin. Donc la boucle va partir de Grèze, elle va passer à Chavagnac, la Dornac, commune de la Dornac, Perronègre. Perronègre, ça va pas être facile à descendre, surtout l'arrivée au fond. Et ensuite, elle va venir à la Cassagne. La Cassagne, elle va passer dans le bourg, elle va passer devant la mairie. On a voulu qu'elle passe ici. Voilà, et puis elle va descendre sur Colis, Bouc, Tranche. Tranche, elle va redescendre sur Terrasson, les jardins imaginaires. Elle va remonter au cimetière. Et puis elle va finir par les fours à chaud, redescendre sur Terrasson et finir à Grèze. Une étape assez compliquée, une boucle très compliquée de 41 km. Donc nous aurons l'occasion de l'avoir passée à la Cassagne. Elle sera télévisée sur France 3, mais aussi sur Eurosport, ce qui fait que vous pourrez la voir sur le site, mais aussi dans le fauteuil chez vous. Voilà, elle sera télévisée sur les deux. Voilà, donc une belle manifestation en cours. N'oubliez pas la date, le mercredi 20 août 2025. Voilà. Meilleurs vœux, et puis on se verra peut-être ce jour-là sur le plateau de Grèze. Merci, bonne journée. Merci, donc c'est très bien que ça soit le mercredi 20 août, comme ça on n'aura pas démonté les tireuses et tout ça, puisque ça sera la fête de la Cassagne le week-end d'avant. Donc, ou d'après, pardon. Donc on montera les tireuses exprès, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je réitère mes vœux pour tout le monde, une bonne année, une bonne santé. Sébastien Pétavy, donc ça y est, c'est parti pour les cérémonies de vœux en ce début d'année. Oui, ben, un moment important de faire le tour des communes. Alors c'est difficile de faire toutes les communes parce qu'il y a quand même quasiment 180 communes sur la circonscription, donc, et puis beaucoup de vœux qui sont en même temps. Mais c'est important pour moi d'aller, et pas que dans les villes les plus importantes, mais d'aller comme ici, dans une petite commune, et de pouvoir avoir un temps d'échange avec les gens. Ouais. Vous ne faites pas de cérémonie de vœux vous-même, mais vous pouvez adresser vos vœux à vos sympathisants, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire que quand on organise ses vœux, on a surtout ses sympathisants qui viennent. Et je crois que c'est quand on est élu, on est un élu de tout un territoire, et puis c'est important de pouvoir rencontrer tout le monde. Alors une question importante, pourquoi avoir voté contre le gouvernement Barnier ? Déjà, c'est pas tellement d'avoir voté contre le gouvernement Barnier. Nous étions en plein débat budgétaire, et il y avait notamment le texte sur la sécurité sociale, donc le PLFSS. Nous avons passé 3 semaines de débat, avec un budget qui nous était présenté, et ce budget, alors il manquait 4 milliards pour les hôpitaux, c'est-à-dire que ça ne répondait pas à l'inflation. Et ce budget laissait 85% des EHPAD en déficit, notamment. Toutes les propositions qui étaient faites faisaient payer, par exemple, le ticket modérateur, donc en augmentant les consultations pour les médecins. Et donc, c'était les mutuelles. Et on sait que les personnes âgées, notamment les petites retraites, qui n'ont pas forcément des mutuelles, ou qui ont des mutuelles qui coûtent beaucoup plus cher, allaient payer tous les efforts qui sont demandés. Donc, à partir de là, nous, on a fait de nombreuses propositions, et qui ont été adoptés en commission et qui ont été adoptés à l'hémicycle. On a dégagé 18 milliards. 18 milliards, qui est une somme importante, ce qui permettait de répondre au déficit des hôpitaux,
des EHPAD et qui évitait justement de faire soutenir tous ces efforts. Voilà. Ça, c'était pour la partie recettes. Une fois que l'on a voté la partie recettes dans l'hémicycle, on vote la partie dépenses. Il nous restait quelques heures, enfin, on arrivait à minuit, puisque les séances terminent à minuit dans l'hémicycle, et donc on a demandé pendant 2 heures, avant donc l'interruption, que l'on puisse prolonger toute la nuit pour qu'on aille au bout de notre texte. Le gouvernement a refusé. En refusant, tout ce que l'on avait voté était balayé, et c'était le texte que le gouvernement avait présenté de manière initiale, et pas celui qui a été transformé, qui a été envoyé au Sénat. Donc on a passé, nous, 3 semaines, de 9h à minuit, à avoir des victoires, à dégager de l'argent pour notre système de santé, et le gouvernement, en refusant d'ouvrir 5-6 heures de plus, a balayé tout ça. Donc, c'est ce texte qui revient du Sénat, dont le gouvernement savait très bien qu'il n'allait pas être adopté, puisque nous ne l'avions pas adopté. Ce n'était pas le texte que nous avions voté à l'Assemblée, donc ils ont sorti un 49.3. Et donc, comme il y a eu un 49.3, nous, derrière, on a déposé une motion de censure, puisqu'il n'y avait pas un respect du vote démocratique. Et à partir de là, le Rassemblement national a voté notre motion de censure et le gouvernement est tombé. Voilà comment les choses se sont passées. Est-ce que l'on ne va pas se retrouver dans la même problématique avec le gouvernement Bayrou? Bien sûr, et c'est pour ça que si on ne respecte pas le fonctionnement des institutions, si on ne respecte pas le vote qu'il y a eu à l'Assemblée, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à trouver un compromis. Là, on s'est retrouvé, c'était quand même quelque chose d'ubuesque, parce que M. Barnier voulait taxer les plus riches. Les gens de la Macronie ne voulaient pas, et donc il y a des députés de la Macronie qui ont voté contre leur Premier ministre. On se retrouvait quand même avec quelque chose qui est complètement ubuesque, et pour le coup, la gauche votait les propositions de M. Barnier. On s'est retrouvé dans un bazar pas possible. Donc aujourd'hui, c'est très simple, il y a 3 blocs. On a fait un barrage républicain en juillet, pour éviter que le Rassemblement national ait une majorité à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, si le bloc central ne travaille pas avec la gauche, forcément le bloc central va se retrouver dépendant des choix de l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, il faut que l'on travaille ensemble, c'est ce que j'évoque moi dans les vœux, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et je crois qu'il va falloir que l'on rentre dans une maturité parlementaire. C'est ce que les Italiens font, ce que les Allemands font, ce que les Belges font. Ils arrivent à construire des compromis et je crois qu'il faut respecter ce qui est voté à l'Assemblée. Est-ce que l'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un gouvernement rassurant, enfin d'une politique rassurante? On a l'impression qu'il y a beaucoup de blabla et peu d'action pour l'instant parce qu'on est en train de discuter, etc. Mais c'est de toute façon la difficulté de l'instabilité aujourd'hui. Enfin, quand on voit là en 2 ans et demi, il y a eu 7 ministres de la Santé. Donc en fait, on se retrouve devant une situation. Moi, je vois en tant que parlementaire, dès qu'un nouveau ministre est nommé, on rentre en contact avec lui, on commence à voir comment on peut travailler, et quelques mois après, on change de ministre et c'est reparti pour quelque chose. C'est très difficile en fait de pouvoir travailler et puis avoir une stabilité. Et pour qu'il puisse y avoir cette stabilité, tout le monde, personne n'a la majorité. Personne ne pourra faire seul. Donc s'il n'y a pas un bloc qui travaille avec un autre bloc, en fait ça ne fonctionnera pas. Et je crois qu'il faut arriver à comprendre ça. Personne n'a la majorité et aujourd'hui il faut que ça puisse se faire comme ça. Et si on ne change pas ces méthodes-là, on se retrouvera devant cette instabilité. Et alors, il y en a certains qui parlent de démission du président, par exemple. Mais si c'était le cas, il ne pourrait pas y avoir une dissolution de l'Assemblée avant septembre. Donc en fait, ça ne changerait rien dans un premier temps sur ces questions-là. Et il y a fort à parier qu'il y ait 3 blocs, comme on l'a aujourd'hui. Alors peut-être pas les mêmes qui seraient devant, mais il y aurait 3 blocs. Et aujourd'hui, il faut vraiment que l'on arrive à modifier. On n'a plus cette culture de la majorité. On a connu pendant très longtemps dans la Ve République où il y avait une alternance et donc à chaque fois il y avait une majorité. Et cette Ve République et cette logique présidentielle a été créée avec la majorité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc si on ne change pas nos pratiques, ça ne fonctionnera pas. Et donc j'espère, pour qu'on trouve une stabilité, que l'on arrive à changer ça. Après, on arrive à le faire sur certains textes. Moi, je vois sur le texte sur le remboursement des fauteuils roulants, je suis arrivé à avoir un accord avec tous les partis politiques. Il y a 250 députés qui ont signé mon texte et qui ont pu accompagner ça. Et on a pu le faire voter à l'unanimité. Et il y a des choses sur la question de la santé, sur la question des agriculteurs, sur la question de l'emploi, où on peut arriver à trouver des choses comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Il y a des grandes chances qu'il y ait une nouvelle dissolution en septembre. Et donc là, on a quelques mois, et pour moi, il ne faut pas que les quelques mois jusqu'à la dissolution soient des mois perdus. Il y a des chantiers importants, il faut que l'on puisse y répondre.
est-ce que les députés peuvent aller plus loin que leurs convictions personnelles et au détriment de leur camp politique? Là-dedans, je crois que s'il y a une logique et une ouverture sur des textes, nous on se pose toujours la question de, quand il y a un texte, parce que ce n'est pas le texte que l'on a déposé quand on vote, nous on propose des amendements pour le faire améliorer tel qu'on considère qu'il doit être amélioré, et puis une fois que ça a été adopté, en fait c'est adopté. Mais si un texte apporte une amélioration, en fait on vote pour le texte, ou on s'abstient pour ne pas sanctionner le texte. Maintenant, quand il y a des textes qui ne permettent pas ça, eh bien là, forcément, on le sanctionne quand on s'oppose parce que ça va vraiment à l'inverse de nos valeurs. On l'a eu avec le texte Asile-Immigration, par exemple, où là, c'était vraiment au-delà des valeurs d'humanisme, et donc on l'a sanctionné. Mais il y a plein d'autres choses, en fait, sur lesquelles on vote, et sinon, on s'abstient. Mais en fait, ça se fait. Et les 3/4 des textes qui passent à l'Assemblée, en fait, passent comme ça. On parle beaucoup de restrictions budgétaires donc, en ce moment. Est-ce que vous avez des idées, vous, pour y faire face, pour aider notamment les collectivités, les associations? C'était le sens des débats budgétaires. C'est-à-dire que nous, on considère que au-delà, parce que quand on regarde les économies, on va faire des économies sur quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire des économies sur la sécurité? Non. Est-ce qu'on doit faire des économies sur l'éducation? Non. Est-ce qu'on doit faire des économies sur la santé? Non. Donc en fait, quels sont les endroits où on va faire des économies? Et donc on voit que là, les choses, en fait, elles sont quand même assez compliquées. Donc il y a une autre possibilité, c'est est-ce qu'on peut dégager de l'argent? Quand on... C'est pas la culture qui va encore souffrir. Non, mais la culture, évidemment, va souffrir là-dedans. Et puis, ça a été évoqué, c'est évoqué partout. Mais la question de la vie associative se retrouve impactée. Et aujourd'hui, on enlève tous les bénévoles et toutes les associations. Tout notre tissu social se retrouvera en grande difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui tiennent grâce aux associations. Donc si on enlève ça, ou s'il y a beaucoup plus de difficultés là-dedans, c'est quand même notre bien vivre ensemble, et notamment dans nos territoires ruraux, qui va être impacté. Donc on ne peut pas s'embarquer là-dedans, mais je crois qu'on peut dégager de l'argent. Quand on voit sur les 20 dernières années, la manière dont les plus hauts revenus ont multiplié par 2, 3, 4 leurs revenus, je pense que là, il peut y avoir une contribution. La question, ce n'est pas de les matraquer pour qu'ils partent, mais c'est qu'il puisse y avoir une juste contribution et qui permettra de dégager de l'argent et permettre aux collectivités locales, aux services publics de fonctionner. On termine par une touche positive, puisque vous avez donc permis de décrocher, incroyable depuis de si longues années que c'était demandé, le remboursement des fauteuils roulants. Oui. Ça a été une grande bataille. Bon, Emmanuel Macron avait annoncé ça en 2023, en avril. Toutes les propositions qui étaient faites par les ministres n'étaient pas à la hauteur et venaient sortir du remboursement les fauteuils les plus spécifiques, qui répondaient aux besoins les plus spécifiques. Donc là, j'ai pu travailler sur un texte qui permettait justement de prendre en compte toutes les spécificités. Et puis très content que ça ait été adopté à l'unanimité. C'était un moment très fort. C'était un moment assez étonnant parce qu'on avait eu le 49.3 la veille, il y a eu la censure le lendemain, et ça a été un moment assez magique d'écoute et de respect de tous mes collègues députés, et qui beaucoup sont venus me remercier de ce moment, et parce qu'ils sont tous interpellés dans leur circonscription par les difficultés de remboursement, parce que beaucoup de personnes sont obligées de faire des cagnottes, des lotos pour pouvoir trouver de l'argent pour rembourser un fauteuil. Il y a beaucoup de personnes qui renoncent à un fauteuil adapté, qui se retrouvent coincés chez eux, et donc ça a des conséquences en fait de ne pas avoir un matériel adapté. Ça peut avoir des conséquences sur la santé, provoquer des escarres, et avec tous les coûts qu'il y a et l'impact que ça a pour la personne. Donc voilà, bon, maintenant ce texte doit passer au Sénat, doit être adopté au Sénat pour qu'il puisse pour qu'il puisse y en avoir un décret par la suite, et puis voilà, donc on poursuit le combat, mais c'était une belle victoire.